La nouvelle a fait l'effet d'une bombe. Ce mercredi, Jovenel Moïse, le président haïtien, a été assassiné chez lui par un commando formé d'éléments étrangers. Cette annonce du Premier ministre sortant, Claude Joseph, laisse un sentiment de surprise et d'incompréhension. La première dame, qui est aussi blessée, a été évacuée aux États-Unis afin de bénéficier d'un plateau technique adéquat. Elle est hors de danger désormais. Pour rappel, la situation politique était difficile dans le pays. Le président venait de nommer un nouveau Premier ministre qui devait organiser des élections demandées par le Conseil de sécurité de l'ONU, les États-Unis et l'Europe. Pour l'heure, plusieurs mercenaires impliqués dans l'assassinat ont été tués et d'autres ont été arrêtés. C'est ce qu'a annoncé le directeur général de la police nationale d'Haïti. Au moins 6 de ces mercenaires soupçonnés d'être impliqués dans l'assassinat seraient d'anciens militaires colombiens. L'annonce a été faite ce jeudi par le ministre colombien de la Défense, Diego Molano, qui a pu commanditer cet assassinat à Haïti. Y a-t-il un risque de basculement dans une crise politique ou sécuritaire majeure? Que prévoient les tests dans le cas de figure actuelle? Haïti, assassinat de Jovenel Moïse, quel mobile et impact sur le pays? C'est le thème de l'émission du jour. Bonjour à tous et merci de nous retrouver. À nouveau, bonjour à chacun, bonjour à tous. Avec nous aujourd'hui pour débattre de la question, Marc Johannes Goudianou, bonjour. Oui, bonjour Johannes, c'est un plaisir pour moi d'être sur ce plateau avec vous. Voilà, vous êtes journaliste, directeur de publication de Info au Zénith. Face à vous, Souleymane Mzat, bonjour. Bonjour, cher ami. Vous êtes consultant en problématique du terrorisme, spécialiste des questions de protection et de sécurité. Souleymane Mzat, c'est une info qui a un peu surpris un président qui est en exercice et qui donc se retrouve froidement assassiné en pleine nuit. Ben oui, la nouvelle nous est tombée dessus à la grande surprise des uns et des autres. Il a noté plusieurs paramètres par rapport à cet assassinat. Déjà, il faut relever que la police, la garde républicaine, la police, tous les services de sécurité, y compris celles qui contiennent la protection personnelle du chef de l'État, est restée un peu évasive sur le sujet. Mais il y a beaucoup d'autres paramètres que je vais relever, n'est-ce pas? Parce que j'ai eu le temps de contacter un ami qui était sur place, qui m'a apporté un certain nombre d'informations, quelqu'un de très connu, dont je ne citerai pas ici le nom. Et ce débat-là nous permettrait d'apporter un certain nombre de précisions. Voilà qui est clair. Alors, Marc Johannes Goudianou, est-ce que c'est l'effet de surprise aussi chez vous quand on apprend qu'un président en exercice, en fonction, donc, se retrouve froidement assassiné? On se croirait peut-être aux années d'indépendance. C'est vrai, ça a été une surprise autant pour moi que pour toute la terre entière, parce que on ne s'attend pas à ce qu'un chef d'État soit assassiné, surtout de la façon dont il a été assassiné, de façon horrible, d'accord, comme un criminel ou n'importe quel individu, vil individu. Donc ça a touché, vous avez vu les interventions des autres chefs d'État, également le président américain et autres, qui avaient trouvé vraiment cet assassinat vraiment horrible, ce qu'on ne souhaiterait pas. Et il faut dès qu'on rentre un peu dans le cadre de l'Haïti, on sait déjà que c'est un pays qui est confronté à un réel problème sécuritaire, politique que sécuritaire également. Donc, mais néanmoins, même si on va attenter à la vie du chef de l'État, ou même si ce serait un coup d'État, on n'espérait pas que ça soit de cette façon brutale, parce que pour moi, c'est la première fois qu'un chef d'État est assassiné de cette façon. Là-bas, bien sûr que des problèmes de sécurité se posaient déjà, mais c'était vraiment horrible. Personne ne s'attendait à cela. Alors, sur le même date, qui en veut à Jovenel Moïse? Je voudrais déjà relever que ce n'est pas la première fois qu'un chef d'État se fait assassiner de cette manière-là. Je vais remonter d'abord, avant d'en arriver à cet impact-là, je voudrais remonter ici le fait que
c'est d'après les informations qui nous sont parvenues hier nuit, il se fait qu'il y ait un commando habillé en tenue de la DEA américaine, qui franchit, n'est-ce pas, vous voyez, si vous allez voir les images, vous verrez qu'il y a une ruelle qui remonte jusqu'en hauteur sur le domicile privé du président. Ce commando-là se met à tirer à partir de 22 heures. Donc, 22 heures, heure haïtienne. Et il a eu des coups de feu alors que l'ambassade des États-Unis se trouvait à 3 minutes n'est-ce pas, d'oiseaux de vol de la résidence du chef de l'État. Alors, ma première question, c'est la question que je me suis posée, comment se fait-il que l'ambassadeur américain, dont d'ailleurs le domaine est justant à celui du chef de l'État, n'a pas pu prendre des dispositions pendant les 3 heures d'horloge qu'ont duré les coups de feu? Ce n'était pas une action commando dans le sens du terme, c'était une action commando certes, mais pas dans le style que nous connaissons. Il y a eu des coups de feu. Ce commando-là serait allé jusque sur le portail, n'est-ce pas, toujours en présentant des données de la DEA américaine, en intimant à la garde républicaine de baisser les armes, de déposer les armes, qui sont venus pour rencontrer le président. Alors, on connaît quelle est la pression et la manière dont la sécurité haïtienne pouvait être entretenue et dirigée par les Occidentaux, et en particulier par une certaine oligarchie qui se trouve au sein de la classe haïtienne. Alors ce commando a franchi la porte, ils sont rentrés à l'intérieur, ils ont désarmé un certain nombre de gens, dont un certain nombre d'enfants du président qui ont été ligotés, et ils sont allés directement sur le président. Comment savait-il la position du président? La question se pose. Cherchant à le liquider, sa femme s'est interposée, elle a pris quelques balles et malheureusement le président a été après assassiné. Ce commando en retraite a dû prendre 3 policiers avec eux, ils sont remontés dans la ville et la suite a donné ce que nous savons. Mais il faudra dire ceci, aucun coup d'État ne peut se faire dans les règles telles que nous avons vues, un commando qui vient là sans une complicité interne. Et mieux, ce que je trouve d'aberrant, c'est que ni l'armée, ni la police, pendant les 3 heures d'horloge qu'ont duré ces combats-là, c'est-à-dire de 22 heures jusqu'à 1 h du matin où le président se retrouvait assassiné, il n'y a pas eu une réplique ni de la police, ni de l'armée, et même de la garde républicaine. Seul était face à ces assaillants-là, la garde rapprochée du chef de l'État. Alors il y a énormément d'interrogations qui se posent et le débat va continuer dans ce sens. Voilà, alors Marc Joannès Goudianou, est-ce que selon vous, au vu de ces éléments-là, effectivement, on peut affirmer ou estimer qu'il y a forcément des complicités intérieures dans le pays? Bon, vous savez, Haïti vit dans un contexte très compliqué, d'accord? Et un contexte sécuritaire très compliqué, qui fait de telle sorte que l'assassinat du président va susciter beaucoup de commentaires, d'accord. Mais lorsqu'on va dans le fond du sujet, bon, compte tenu des informations que moi j'ai, par exemple, lorsqu'on va dans le fond du sujet, on se rend compte que pour aller directement, le président avait déjà de graves problèmes et sécuritaire. Ce qui fait que même avant son assassinat, lui-même avait déjà annoncé une tentative d'assassinat, ce que les gens, la population généralement a jugé de fausse, parce que c'est comme si c'est lui-même qui avait simulé cela. Ceux qui ont été arrêtés ont été libérés après. Mais en dehors de ça, il avait un réel problème de trafic de drogue en Haïti. Et même le président en exercice était soupçonné d'être un trafiquant de drogue. D'accord. Donc ça veut dire que même pour la violence qui était exercée envers la population en Haïti, le président cautionnait en partie cela et utilisait même les gangs
au sein de la population haïtienne pour pouvoir quand même essayer d'avoir une pression sur la population et d'avoir une pression sécuritaire sur les uns et les autres. Donc, peut-être c'est cela qui lui est revenu en face, parce que pour le moment, on ne peut pas déterminer avec certitude, d'accord, d'où la complicité de coup d'État a été manigancée ou a été préparée. Mais l'on peut dire qu'au sein de l'oligarchie, d'accord, haïtienne, on sait qu'il y a beaucoup de choses qui sont en train d'être faites, d'accord, et peut-être c'est à ce niveau-là, peut-être que l'enquête va beaucoup plus se concentrer pour pouvoir déterminer en réalité ce qui est ceux qui sont réellement à la base de cet assassinat-là. Parce que moi je trouve, même si les États-Unis, j'ai suivi les propos de M. Hamzat, je me dis, même si les États-Unis seraient impliqués dans l'assassinat, moi je dis que ça ne se passera jamais comme ça. Si les États-Unis veulent d'évincer Moïse, ils vont le faire de la façon la plus simple possible. Ils ont tous les moyens de le faire de la façon la plus simple possible. Ceux qui ont voulu poser les opérations, ils savent que le président est impliqué dans des situations, d'accord, de trafic de drogue. Donc, ils doivent chercher un camouflage qui puisse leur permettre quand même d'accéder au palais présidentiel. Et c'est ce qu'ils ont fait. Ce qu'ils ont fait pour pouvoir déstabiliser la garde républicaine et pouvoir avoir assez facilement au président. Et je rappelle, c'est seulement les servantes qui ont été ligotées. La fille du président n'a pas été ligotée. Elle s'est réfugiée dans la chambre de son frère. D'accord ? C'est après qu'elle est sortie et elle a eu la vie sauve. Donc, ce problème, on doit essayer d'en débattre encore ici pour pouvoir voir les implications des uns et des autres dans cet assassinat-là. Mais de toutes les façons, le président n'est pas si innocent que ça. D'accord? Parce que lui-même, il a eu à poser des actes, d'accord, par le passé, qui peut-être sont les conséquences, dont les conséquences essaye de lui remonter à la figure aujourd'hui. Exactement. Alors, les taux, on va le dire, se resserrent sous le même date sur les assassins présumés. On a annoncé une arrestation de plus de 15 Colombiens. On parle de 2 Américains d'origine haïtienne. Aussi, la controverse est en train de montrer dans le pays je dirais, il y a aussi une communication officielle de la part de la Colombie. Est-ce que aujourd'hui, dans le pays, on peut accuser clairement quelqu'un d'avoir fomenté cet assassinat-là? Mais déjà, il faudra relever, et je l'ai dit en l'entame de mon émission, que quand le commando est arrivé, le commando a bien ligoté les enfants du président. Et c'est une précision qui a été donnée par certains membres de la garde. Et je veux ici rappeler que le président Jovenel Moïse a été plusieurs fois accusé de connivence avec les narcotrafiquants africains. Mais aucune preuve n'a été apportée à ce jour, n'est-ce pas? De deux, je voudrais, sur le plan politique, dire, sur le plan politique, économique et social, qu'il y avait une certaine tension, n'est-ce pas, au niveau d'Haïti. Et ça ne date pas d'aujourd'hui. Cette tension sociale n'a pas été gérée dans les règles de l'art. Cela a poussé le président à se retrouver un peu isolé par rapport à tous les corps constitués de la nation. Il faut dire que les institutions aussi de l'État, dont par exemple la Cour, je crois, de cassation, on appelle, je crois, qui devait normalement prendre les rênes après le président, n'est-ce pas, ne se retrouverait pas avec un membre élu. Mieux, sur le plan politique, le Premier ministre qui est actuellement en train de était déjà relevé de ses fonctions et il y avait quelqu'un d'autre qui est nommé. Celui-là, aujourd'hui, de peur qu'on ne tombe dans une crise, les Nations Unies se sont relevées hier très rapidement pour demander à celui-là qui est en exercice encore et qui n'a pas passé témoin de poursuivre, n'est-ce pas, dans le sens de pouvoir amener la paix. Mais il s'agit ici d'un assassinat. Je veux m'interroger en tant qu'expert sur un certain nombre de détails. Haïti, c'est 27 000 km², n'est-ce pas? 3 heures d'horloge de tir pour aboutir à la mort d'un chef d'État, c'est se poser des questions auprès d'une ambassade et pas des moindres, celle des États-Unis d'Amérique. Vous auriez voulu, Souleymane Hamzat, vous auriez voulu que l'ambassade américaine fasse quoi? Vous auriez voulu, Souleymane Hamzat, que l'ambassade américaine fasse quoi? Vous auriez voulu que l'ambassade américaine fasse quoi? Je vais vous dire par là que
rien ne se fait en République d'Haïti sans le consentement des Américains. Nous vivons le même dilemme en Afrique avec les pays francophones, où il faut toujours décider il faut que ce soit toujours la France qui décide pour nous, etc. etc. C'est un pan de la politique haïtienne qu'il ne faut pas ignorer. Et je voudrais vous dire que dans ce commando-là se trouvaient des gens qui parlaient anglais, espagnol, ça a été dit sur tous les médias, et créole. Les traducteurs étaient créoles. Alors, ceux qui étaient créoles, ils relevaient de quoi? Ils relevaient d'où? Comment se fait-il qu'ils ont pu avoir accès avec ce commando-là en prenant part comme étant traducteur jusqu'à la personne du président, le président haïtien? Vous voyez, donc il y a une certaine complicité. Et mieux, je vous l'ai dit précédemment, la police, pendant que ça tirait, n'a pas eu de réaction. L'armée non plus. Et mieux, la garde, disons, dans son ensemble, la garde républicaine n'a pas pu recourir à des méthodes pour ne serait-ce que sortir le président de cette situation. J'aurais appris, et je prends ça en guillemets, que le président aurait passé un coup de fil, n'est-ce pas, à un ami qui était proche de lui et qui, autrefois, l'a aidé à sortir de ce genre de situation. Bon, il aussi se serait confié à cet ami. Nous attendons les heures qui vont suivre pour savoir exactement ce qui a été dit à cet ami. Mais ce qui est sûr, c'est que le commando est parti de quelque part. Et pour cela, il y a des commanditaires, il y a des exécutants. Et la question de se poser à qui profite le crime. À qui profite le crime de l'assassinat des chefs d'État en exercice? De toutes les façons, il faut, même si et je dois suivre la logique de M. Hamzat, je me dis, même si les États-Unis doivent être impliqués dans ce crime, je crois que ça se comprendrait. Parce qu'on sait la pression que les États-Unis doivent mettre sur le président haïtien pour que les élections soient organisées, soient programmées en 7 ans. D'accord. Et si à un moment donné, les Américains sentent qu'il n'est pas coopératif ou qu'il mène des actions, d'accord, en sourdine pour pouvoir encore continuer sa gestion, d'accord, et même si, en nommant un nouveau Premier ministre, si ce Premier ministre n'est pas confiant et est un homme très très proche de lui, et que les États-Unis, en temps, lui, avaient déjà refusé cela, je crois qu'il y a beaucoup d'interrogations qu'on devrait se poser sur cette question-là. Mais en tout, pour tous les analystes, d'accord, qui ont analysé la situation, c'est vrai que la façon dont il a été assassiné, ça a touché beaucoup, d'accord. Mais dans le fond, ce n'est pas que Moïse est totalement innocent de ce qui lui arrive, d'accord. Moïse, il a organisé des crimes, d'accord, en Haïti. Il a organisé il a créé beaucoup de problèmes, même au niveau de la classe politique qu'au niveau de la population. Donc, ce n'est pas en réalité un saint, d'accord. Mais c'est déjà, en tant qu'humain, on condamne réellement qu'il soit assassiné, néanmoins. Donc, du coup, si les États-Unis ne se retrouvent plus de son côté, n'attendons pas que lorsqu'il aura des tirs au niveau de la présidence, que l'ambassade des États-Unis intervienne pour pouvoir le secourir. Pas du tout. Parce que pour que quelqu'un vous vienne en aide, il faut que vous soyez de bon ton avec la personne pour que la personne vous vienne en aide. Alors, si vous êtes désagréable avec la personne et qu'il n'y a plus de vraie coopération entre vous, vous attendez quoi? Il va bien entendre, mais il va rester là tranquillement après pour pouvoir entendre ce qui va venir après. Et c'est peut-être à ça qu'on a assisté. On ne peut pas condamner les États-Unis dans un contexte d'abord parce que vous avez vu avec quelle précipitation les États-Unis a lancé déjà en même temps qu'il faut organiser des élections dans des brefs délais, il faut pouvoir installer un certain nombre de choses, voilà. Donc, ça veut dire que c'est ce qui les préoccupait beaucoup plus ça. Et puis que peut-être, à un moment donné, les attentes qu'ils espéraient du président Moïse n'étaient pas comblées dans la matière. Peut-être il jouait un autre jeu devant les caméras, mais en dessous, il faisait un autre calcul. Alors, sur le Namzat, Jovenel Moïse, on va en parler. Businessman, prospère, venu au pouvoir, on le sait, dans des conditions un peu difficiles. Première élection organisée, on parle de fraude, élection annulée. Une seconde élection, il accède à la magistrature suprême. Il avait promis monts et merveilles, mais quand il est venu au pouvoir, on a clairement noté des dérives autoritaires. Il a fini son mandat, en tout cas pour ce qui est du cas de la Constitution, mais il a argué de ce qu'il n'avait donc pas pris officiellement fonction assez tôt pour rester au pouvoir.
continue à conduire le processus. En ce moment, on parle de près d'une dizaine de premiers ministres qui se sont changés à la tête de l'État. On a bien l'impression qu'il y a, en plus d'une crise sécuritaire qui ne dit pas son nom dans le pays, avec notamment les gangs et les narcotrafiquants qui avaient pillon sur rue dans le pays. On parle de rapt, on parle d'assassinat. On a l'impression que c'était un État failli avec un chef d'État qui donc était, on va le dire, muré dans son confort et qui ne percevait pas assez les récriminations et les lamentations d'un peuple. Est-ce que quelque part aussi, il n'y a pas tout cela qui a favorisé le sort qui aujourd'hui est le sien avec toutes les précautions d'usage? Je veux dire que le président Jovenel Moïse se retrouvait dans une situation que lui-même parti a créée. Lui-même un parti a créé parce que déjà le 7 février dernier, son mandat venait à terme. Donc il a joué comme ça se voit d'ailleurs en Afrique ces derniers temps-ci, sur lui, n'est-ce pas, la possibilité, n'est-ce pas, de se retrouver avec une prolongation de mandat. Ce chemin faisant, il devait organiser des élections en septembre prochain. Mais il ne faut pas oublier que Jovenel Moïse appartenait à un parti, n'est-ce pas, un parti qui est nommé, si mes souvenirs sont bons, bon, ça va me revenir, en tout cas le parti de Michel Martelly. Et Michel Martelly, dans une crise profonde, s'est retrouvé dessaisi de son pouvoir. Il lui a été imposé une démission, à la suite de laquelle Jovenel Moïse se trouvait la personne recommandée à cette époque-là, n'est-ce pas, pour prendre les rênes du pouvoir. Ce qui a été fait. Mais n'oublions pas que ce deal-là qui se perpétue entre nos chefs d'État, c'est-à-dire je fais 5 ans, si ça ne marche pas, bon, je te place et l'autre, je reviens dans 5 ans plus tard. Et ça, c'est quelque chose qu'on a vu un peu copier sur la Fédération de Russie. Ce genre de tactique politique a été celui qui a été imposé à Jovenel Moïse. Et ce faisant, on est arrivé dans un scénario un peu catastrophe. Jovenel Moïse disait, je me rappelle, il y a 72 heures, avant sa mort, il faisait un discours dans lequel il parlait de non seulement se représenter pour un autre mandat, ce qui ne favorisait pas les partisans de Michel Martelly, et d'autre part, il menaçait dans le même discours de relever, n'est-ce pas, le nom des 11 familles oligarques, n'est-ce pas, de l'oligarchie haïtienne qui maintenait l'économie dans un état délabreux. Alors, quand vous touchez à ces points-là, franchement, comptez sur tout ce qu'on a connu de Barbouze dans la République haïtienne, les tontons Macoute, j'en cite pas d'autres, qui étaient prêts, n'est-ce pas, à en découdre. Mais je voudrais apporter une précision. Ni la police nationale, ni les forces de défense, ni celles de sécurité ne sont pas plus armées que les gangs que vous connaissez. C'est la raison. Vous voyez bien que quand le président est assassiné, il n'y a pas eu possibilité de réplique de la part ni de la police ni de l'armée. Ça vous dit quoi? Le mal peut venir de cette oligarchie, mais cette oligarchie-là, elle est empreinte à tout, à la drogue, à la vente des armes, elle est dans tout le mal que Haïti vit de nos jours. Et cela implique le fait que, n'est-ce pas, le pouvoir se sente affaibli. Il faut reconnaître aussi que ce qui a défavorisé le président Moïse, c'est le fait de n'avoir aucun contrôle sur les institutions de l'État, vu le fait de la prolongation de son mandat. Alors, sur le plan politique, on peut s'interroger pourquoi avoir cherché, n'est-ce pas, à prolonger le mandat? Pourquoi s'être mis dans cette position-là, qui est une position défavorable, sachant bien sûr que lui-même n'est pas du tout populaire dans le pays? Et pourquoi nous, ça nous amène à réfléchir, et ça nous amène à nous poser des questions sur ce que c'est en réalité l'ordre démocratique dans nos États.
Voilà qui est clair. Alors, un président qui était donc obligé de gouverner par décret, on le sait, depuis que la situation politique du pays, on va dire, était dans un flou orchestré. Les gangs aussi, Souleymane Hamzat en a parlé. Pourquoi a-t-on l'impression que c'est une situation sécuritaire des plus tristes, mais qu'il y a comme, qui dirait, une léthargie ou peut-être, on va dire, un silence coupable de tout le monde. On essaye de regarder, mais il n'y a pas de solution hardie pour sortir le peuple haïtien de cette situation-là. Merci, Joannès. Il faut dire que cette situation que vit Haïti ne date pas d'aujourd'hui. D'accord ? Ça date de très longtemps. Et depuis lors, même les élections démocratiques n'ont pas pu trouver solution aux problèmes que vit Haïti. Et même quand les États-Unis invitaient aux élections, moi je dis, ce n'est pas forcément la solution au problème d'Haïti. Peut-être la solution au problème d'Haïti est que les États-Unis prennent totalement une main mise sur Haïti pour commencer par régler un certain nombre de problèmes, surtout en ce qui concerne l'oligarchie haïtienne. D'accord ? Parce que c'est eux qui sont à la base de tous les problèmes que vit Haïti aujourd'hui. Cette classe, d'accord, de la société qui dirige tout, c'est une grande mafia, il faut le dire, comme Hamzat l'a dit, c'est une grande mafia qui est impliquée dans tout en Haïti. Alors, pour pouvoir évincer ce système, alors, il faut vraiment une grande nation. Ce n'est pas un problème d'un homme politique qu'on va installer là, à moins que peut-être, dans la politique des États-Unis, c'est d'installer un pignon, d'accord, un homme fort à eux, à la tête du pouvoir, mais qui sera dirigé directement par les États-Unis, d'accord, pour pouvoir commencer par régler le réel problème des gangs qui se posent en Haïti. Les enlèvements, les viols, le trafic de drogue et tout ce qui va avec pour pouvoir quand même régler ce problème-là. Parce que ce que vit, mis à part tous ces problèmes-là, vous savez que Haïti vit un problème en tout cas, Haïti vit dans un système où elle est confrontée aux catastrophes naturelles, d'accord. Tout à fait. Voilà, donc c'est encore ça aussi un autre problème. Haïti est classé aujourd'hui parmi les pays les plus pauvres, d'accord, au monde, et le plus pauvre des Amériques, d'accord. Donc cela implique encore une forte implication, je crois, des États-Unis, parce que je crois que parmi les puissances aujourd'hui, c'est la seule puissance qui puisse réellement venir en aide en Haïti, d'accord, à régler le problème. Mais pour pouvoir régler le problème, il faut installer peut-être un système démocratique. Mais est-ce que la population, le peuple sera pour? Est-ce qu'on ne va pas encore assister à un éternel recommencement, toujours, parce que par les soulèvements, par les guerres et tout, et finalement, on reviendra à la case de départ. Alors, Souleymane Hamzat, la situation, on va le dire, est-ce que c'est un flou contrôlé? On sait que depuis les intempéries, courant 2010, tout le monde s'est mobilisé autour de Haïti. On a parlé de collecte de fonds, de milliards de dollars. Pourquoi est-ce que cet argent n'est pas arrivé aux populations? Pourquoi est-ce que rien n'a, semble-t-il, été fait? Quand on voit les images du pays, on a l'impression que le temps s'est quasiment arrêté. Je voudrais vous toucher de facto la boîte de Pandore, parce que les milliards dont on parle ont été mobilisés par qui? Par l'administration Clinton. Et ils en étaient en même temps les gestionnaires. Et vous savez que tous ceux, deux des trois personnages qui ont été nommés en collaboration de la gestion de ces fonds-là ne sont plus de ce monde, pour des raisons que je n'aimerais pas vous évoquer ici. Alors, ça vous dit quoi? Non seulement le pays a des problèmes, a connu des crises, dont ce tremblement de terre qui a mobilisé des centaines de millions d'euros, et qui, au vu, n'a donné aucun résultat. Le problème, il est là. Où sont passés ces sous, ces centaines de millions? Tous ceux qui ont voulu parler de cette affaire-là, ils sont retrouvés sous terre. Ça vous dit quoi? Il y a des points en Haïti qu'il ne faut pas toucher. Parce que non seulement la politique est mélangée au gangstérisme, mais ça a été transformé en institution. Ça a été institutionnalisé. Sinon, on ne trouverait pas, d'après les dits de certains, mais ce n'est pas vérifié, le président Jovenel Moïse mené à des gangs. Je voudrais, par rapport aux arrestations d'hier, lever l'équivoque.
Vous savez, on dit que dans le groupe de mercenaires, il y en a qui parlaient espagnol. Donc, on peut facilement identifier certains pays sud-américains qui parlent l'espagnol. Tout à fait. Le pays le plus cité ici se trouve être la Colombie, n'est-ce pas? Et donc, quand on parle de Colombie, vous comprenez ce que je veux dire par derrière. Bon, moi, je voudrais aussi lever un problème, n'est-ce pas, qui est en train de faire chuter la classe politique haïtienne actuellement. C'est le problème de Petro-Caribé. Le scandale Petro-Caribé de 4 milliards de dollars par rapport au pétrole qui était donné à Haïti, le pétrole du Venezuela qui était donné à Haïti et pour lequel le Venezuela n'a jamais perçu ses dû. Bon, si on devait s'en tenir à ce paramètre-là, et c'est celui-là que je suis en train d'analyser profondément depuis hier, il se pourrait, je dis bien, c'est entre guillemets, que les autorités, par exemple, ou un gang, ou une personne, un lobby pétrolier, a décidé, n'est-ce pas, de faire la peau au président haïtien, compte tenu de ce problème-là. Parce que l'oligarchie interne est celle-là aussi, qui a aussi la main sur le pétrole qui rentre, n'est-ce pas, en Haïti, qui le distribue, qui le vend, et qui, normalement, devait rétribuer à l'État son dû pour que les partenaires soient remboursés. Donc, il faut aller lorgner aussi de ce côté. Maintenant, du côté de la Colombie, il n'est pas un secret de polichinelle que tout le monde le sait. Haïti, c'est la drogue à tout va, dans tous les coins, dans tous les recoins. Et il se pourrait qu'un gang très nanti, parce que pour monter un commando de cette poigne-là, l'envoyer jusque sur le domicile du président, franchir le portail, aller jusqu'à lui, le descendre, il y a eu certainement des centaines de millions qui ont été dépensés pour la préparation de ce coup-là. Et il faut se poser la question, qu'est-ce qu'il faut faire pour que cette gang-là arrête d'agir tel que c'est le cas aujourd'hui en Haïti? Parce que l'Haïti n'est plus une république dans ce cadre-là. Quand le pouvoir en place est mélangé à des gangs mafieux, n'est-ce pas, de réseaux de drogue, d'armes, disons même au niveau du foncier, du foncier haïtien, les terres ne reviennent qu'à cette oligarchie-là. Mais on se pose la question de savoir que devient le peuple haïtien dans tout ça. Et la question à moi de me poser, la question à moi de savoir, mais que font les organisations internationales dont on décrit ici, moi j'ai toujours décrit le nom, pendant que les gangs-là agissaient, que faisaient-elles du moins, pendant que les gangs-là agissaient en Haïti? Est-ce qu'il a fallu, et ce n'est pas le premier cas, et il va falloir que les Haïtiens tirent des leçons dessus, que le président Jovenel Moïse soit assassiné pour que la communauté internationale se réveille de nouveau? Il faut arrêter de nous prendre pour des idiots. Quand il y a une crise dans un pays, il faille qu'en amont, que les institutions se lèvent très tôt pour chercher des voies et moyens par lesquels faire taire la crise, trouver des solutions pour que le pays soit relancé. Il ne faut pas attendre que le pays advienne pour venir faire des messages de condoléances. Tout. Ce qui est sûr, Haïti a perdu un président et ce n'est pas la première fois que ça arrive parce que le premier président a été assassiné, il a été assassiné dans la rue, le deuxième a été bombardé dans son palais, il en est mort, le troisième, il a été léché carrément, et le quatrième assassiné dans sa résidence personnelle. Donc, les Haïtiens devaient s'asseoir et s'interroger sur le fait de leur histoire et de décider par la suite de sortir, n'est-ce pas, de cet imbroglio. Mais vraiment, ça mettra du temps. Et il faut des patriotes, des nationalistes, n'est-ce pas, haïtiens, pour en remédier. Haïti est pourri et gangréné par des colons à col blanc qui ne se laisseront pas faire. C'est une guerre qui est engagée et il va falloir la mener si telle que la République d'Haïti devrait tenir debout. Alors, la République d'Haïti pourrait-elle tenir debout? Est-ce qu'il y a, au milieu de toutes vos analyses, est-ce qu'il y a des motifs d'espoir? Les motifs d'espoir, je crois que c'est vraiment compliqué parce que
que lorsqu'on sait que le problème qui est posé par rapport à Haïti ne date pas d'aujourd'hui et que durant des années, on a essayé de régler le problème et ça n'a été jamais résolu. On a toujours assisté à ces assassinats-là. Les élections démocratiques n'ont jamais réglé le problème d'Haïti. Alors on se demande, mais où est en réalité la solution pour l'Haïti? Parce que même ceux qui se réclament de la classe politique, de l'opposition en Haïti, n'ont pas les moyens, d'accord, de leur politique pour pouvoir quand même changer les choses en Haïti. Alors, on se demande, mais où se trouve la solution? Il faut donc forcément être membre de l'oligarchie pour pouvoir accéder au pouvoir. C'est aussi cela le vrai problème du pays. Bon, il faut dire que ce qu'il faudrait souligner, ou bien ce qui serait souhaitable dans ce contexte, c'est que Haïti ne peut pas s'en sortir aujourd'hui sans que ces grandes puissances, d'accord, cette oligarchie, en tout cas, je ne dirais pas cette oligarchie, il faut dire cette grande puissance ne décide réellement de régler le problème de l'oligarchie haïtienne. Parce que c'est ça, c'est eux qui constituent la gangrène d'Haïti. Alors, si c'est eux qui constituent, eux-mêmes le savent, les grandes puissances le savent, les États-Unis le savent, d'accord, les Nations Unies le savent, mais pourquoi ils ne s'impliquent pas fortement et jouent à l'hypocrisie, d'accord, chaque fois? Pourquoi ils ne veulent pas nettoyer alors Haïti? Pourquoi Haïti redore ce blason de pays vraiment démocratique? Parce que franchement, ça commence à saouler plus d'un, parce qu'on se dit, c'est comme Haïti est livrée à elle-même et puis personne ne veut l'aider en vrai. Tous ceux qui interviennent, ce n'est que depuis hypocrisie. Ils ne veulent pas mener des actions vraiment concrètes pour pouvoir changer les choses, parce que les États-Unis, ils ont les moyens d'envoyer une armée, d'accord, en Haïti pour pouvoir faire la guerre aux narcotrafiquants, régler le problème avec l'oligarchie haïtienne, mais pour le moment, on ne sait pas, peut-être qu'ils ont des intérêts inavoués chacun de leur côté, et ce sont ces intérêts-là qui les empêchent peut-être d'intervenir de façon stricte, parce que peut-être il y a la vente des armes, la vente de drogue, et il y a la vente du pétrole, il y a beaucoup de choses qui sont impliquées dans la gestion de la République haïtienne. Donc peut-être que ça leur profite d'une façon ou d'une autre, et ça les empêche de s'impliquer honnêtement dans la résolution de la crise haïtienne. Sinon, s'ils s'impliquaient réellement, Haïti va renaître de nouveau pour que l'on ne puisse assister à ça. Même en Afrique, je crois qu'un pays n'est pas confronté à ce problème-là que vit Haïti. Haïti vit un problème qui est vraiment compliqué et qui est désastreux. Alors, un commissaire du gouvernement de la capitale, Souleymane Hamzat, s'est interrogé sur ce qu'on dit l'apparente passivité des agents de sécurité du président. Je n'ai constaté aucun policier victime, sinon le président et son épouse. Qu'est-ce que cela sous-entend, Souleymane Hamzat? Je veux parler en tant qu'expert des questions de protection. Allez-y. Là, vous voyez, on est de facto dans un dilemme. Vous êtes chef de l'État. En ma connaissance, n'est-ce pas, je sais qu'un chef de l'État a une garde rapprochée, laquelle est appuyée par une unité d'élite qui le défend au cas où il y a un problème. Et celle-là, elle est coiffée par ce qu'on appelle une garde républicaine, prétorienne, ou je ne sais pas quel titre ils donneront à ça. Imaginez-vous qu'un commando de 6 hommes qui quitte un point A, franchit tous les cordons, sachant que le domicile ou les domiciles présumés d'un chef de l'État sont ceinturés par des cordons sécuritaires. Ça dit que tous les accès qui donnent sur le domicile, ou tous les couloirs qui donnent sur le domicile du président sont des accès protégés. Comment ont-ils pu franchir tous ces cordons-là, arriver au portail, franchir le portail, aller sur la cible et l'abattre? Posez-vous des questions s'il n'y a pas d'implication. Mieux, pendant que, et je vous l'ai dit à l'entame de cette émission, il y a eu 3 heures de coups de feu. Où était la police? Où était l'armée? Où était la garde républicaine? Alors, on se pose des questions. Est-ce que la complicité était telle qu'il fallait en découdre? Moi, je me dis oui. Je me pose la question, je me dis, Yves, c'est quelqu'un, il y en avait marre, il fallait l'effacer. Le job a été fait, ils ont été effacés. Mais malheureusement pour eux, il y en a qui ont été pris parmi eux et on attend la suite de l'enquête pour savoir exactement de quoi il s'agit. Mais je voudrais interpeller nos chefs d'État à tous les niveaux. En tant qu'expert chargé des questions de protection et de sécurité,
que la première des choses à faire en venant au pouvoir, c'est prendre toutes les dispositions pour sa propre sécurité. Quand un chef de l'État tombe, c'est la nation qui s'arrête. Si tel est qu'il n'y a pas des hommes aussi, disons, techniques, des gens aussi avertis pour reprendre tel que c'est le cas en Haïti. S'il y avait eu passation de pouvoir le lundi, et c'est-à-dire dans la matinée du mercredi, comme c'était prévu entre les deux premiers ministres, c'est-à-dire le sortant et l'entrant, je vous assure que si c'était l'entrant qui était là, à l'heure où je vous parle, le Haïti serait déjà dans le désordre. Parce qu'il faut toujours du temps à quelqu'un qui vient d'être élu de prendre les rênes du pouvoir. Il faut un minimum de 4 à 6 mois, le temps de prendre ses repères, de nommer qui il faut à la place qu'il faut et effectivement d'avoir l'appareil sécuritaire du pays en main. Haïti a eu une défaillance mais notoire au niveau de l'appareil sécuritaire, aussi bien du président de la République, de la défense que de la sécurité. Alors, posons-nous tous des questions. Que s'est-il réellement passé et qui étaient les impliqués? Alors, effectivement, des défaillances notoires, c'est un fait. Sinon, on aurait pu s'en prendre à un chef d'État dans ces conditions-là. Il y a ce paramètre-là aussi, qu'il y avait un nouveau Premier ministre qui devait donc entrer en fonction et qui avait été donc nommé, confirmé par le président Jovenel Moïse sur ses comptes officiels sur les réseaux sociaux et tout, mais qui n'est pas entré en fonction et qui visiblement jamais n'entrera en fonction. Johannes Guyane. Oui, on parle d'Ariel Henry qui devait normalement, qui a été déjà nommé, qui devait normalement prendre fonction, mais n'a pas pris fonction. Et aujourd'hui, maintenant, sur le plan politique, on est dans un flou total. D'accord. Parce qu'il y a ce Premier ministre qui a été nommé, qui n'a pas pris fonction. Il y a le Premier ministre intérimaire, d'accord, Claude Joseph, je crois bien, qui, en même temps, est actuellement en train de diriger, en quelque sorte, d'organiser, en quelque sorte. Et de devenir l'homme fort du pays. L'homme fort du pays actuellement. Donc, c'est pour cela que je disais tantôt que peut-être que l'homme qu'a choisi le président Moïse en tant que Premier ministre ne plaisait pas. À certains. À certains. Et peut-être il a été déjà même mis en garde par rapport à ça. Et lorsqu'on a vu qu'il l'a nommé, avant même qu'il ne puisse passer la main à cet homme, il a été déjà assassiné. D'accord. Laissant maintenant le ministre intérimaire, le Premier ministre intérimaire, qui aujourd'hui maintenant agit, d'accord, comme l'homme fort, en tant que chef d'État, et qui est en train d'organiser presque tout aujourd'hui. Et c'est ça, en fait, le président n'avait pas des institutions fortes derrière lui. Et ce qui a fait que dès qu'il est parti, normalement, l'institution qui devait prendre le relais, qui est la Cour de cassation en réalité, n'existait presque plus. Donc, du coup, il y avait un vide juridique qui se posait. Donc, actuellement, maintenant, c'est le Premier ministre intérimaire qui est en train de réorganiser les choses avec l'appui des Américains, d'accord, des États-Unis et des Nations Unies qui sont en train de réorganiser les choses. Mais moi, je dis toujours, ces élections ne constituent pas la solution au problème d'Haïti. On risque de revenir à un éternel recommencement des crises, d'accord, des agitations au niveau de la population, d'accord, des crises sécuritaires. Le même problème risque de revenir. Donc ces élections-là, parce que lorsqu'on a dit ils n'étaient pas totalement préparés, peut-être eux à leur niveau, ils étaient préparés à pouvoir faire à ce renversement-là, personne ne le sait. Donc s'ils étaient préparés, peut-être ils ont déjà mis leur plan en œuvre et c'est leur plan qu'ils sont en train de dérouler ainsi. Donc nous allons rester tranquilles pour pouvoir voir comment est-ce que cela va aboutir. Parce que nous sommes dans un contexte où Haïti est devenu une grande boîte de Pandore où chacun vient quand même pour pouvoir puiser ses ressources et repartir. Vous avez parlé d'Emlia tantôt. Est-ce qu'ils ne vont pas encore organiser une collecte de fonds aujourd'hui pour pouvoir organiser les élections? Parce qu'il y a 2 élections à organiser. Il y a les élections législatives et il y a les élections présidentielles. Ce qui pose un réel problème. Et tant que les États-Unis ne vont pas décider de mettre fin à cette pagaille qui se passe en Haïti, le problème va demeurer toujours, même si on élit encore un nouveau président. Alors, sur le Nanzat, est-ce qu'il y a de cet assassinat-là des impacts directs qui pourraient donc secouer le pays? On sait que la situation sécuritaire est, semble-t-il, sous contrôle. Il n'y a pas eu beaucoup de mouvements d'humeur, il n'y a pas de mobilisation dans le pays. Tout le monde est en train d'observer, on va le dire. À quoi peut-on s'attendre
attendre, selon vous? Le manque de soulèvement de la population peut être interprété disons, peut-être interprété par l'impopularité même du chef de l'État. Vous avez vu sous Martelly, quand il a été imposé une démission, qu'il est parti, vous avez vu quels ont été, n'est-ce pas, les divers mouvements que nous avons connus au niveau de la population. Il y avait des casses, la population manifestait, mais de manière bruyante. Il y avait un mécontentement. Mais il faut reconnaître que quand vous êtes impopulaire, quand vous prenez aussi le risque d'être impopulaire, quand le moment arrive, vous perdez aussi vos soutiens, n'est-ce pas? Les quelques soutiens que vous avez ont vite fait, n'est-ce pas, de s'éclipser. Et la majorité qui est contre vous participe plutôt du côté de l'adversaire. Donc c'est la première leçon que je tire déjà de ces impacts. Le deuxième impact, c'est qu'au niveau politique, il se joue, n'est-ce pas, il s'est joué quelque chose de très habile. Hier, dans la journée d'hier, du jeudi, j'ai d'abord vu déjà que le mercredi, dans toute la journée du mercredi, il ne faut pas oublier, il y a le porte-parole adjoint, disons la porte-parole adjointe de la Maison Blanche qui est d'origine haïtienne, qui n'arrêtait pas de faire des communiqués. Vous comprenez un peu pourquoi je logne un peu de ce côté-là. Donc, ça n'a pas arrêté. Et en même temps, on a vu, si je m'en tiens un peu à ce que disait mon co-débatteur, à cette passation-là très rapide qui n'a pas eu lieu, qui devait avoir lieu, qui a échoué, n'est-ce pas, très rapide, une prise de pouvoir par le Premier ministre qu'on a déjà fait sortir et qui malheureusement et constitutionnellement n'a pas cédé, n'a pas fait une passation de pouvoir, donc en conséquence reste en poste. Et il y a eu rapidement des actions qui ont été menées et ça c'est à saluer. Hein. Ça, franchement, je lui tire mon coup de chapeau parce que les premières heures sont toujours décisives dans ce genre d'action, n'est-ce pas? Très rapidement, il a rapidement concis le mal en demandant à la police, n'est-ce pas, de lancer des poursuites, n'est-ce pas, sur les assaillants, ce qui a donné le résultat que nous connaissons. De deux, il appelle le peuple local et en troisième position, la classe politique vraiment à prendre ses responsabilités. Mais il y a un autre paramètre géopolitique qui se joue du côté des Nations Unies et des États-Unis. Très rapidement, comme on ne le voit pas ailleurs, comme c'était le cas si je quitte Haïti pour rentrer au Tchad, quand le président Idriss Déby, le feu maréchal Idriss Déby nous est tombé, on n'a pas vu la même réaction. Ça vous dit que ceux qui ont certainement pas personne juste à poser ou interposer, amené à cet assassinat-là, ont décidé de ne pas laisser le pays entre les mains de ceux qui sont supposés être des adversaires. Alors une réunion s'est tenue au niveau des Nations Unies, qui d'ailleurs apporte son soutien au Premier ministre actuel, qui est encore en poste. Donc, je vous dis que vraiment, Haïti a tout fait d'être une colonie. À mon avis, elle continue d'être une colonie de certaines puissances, n'est-ce pas, qui ne veulent pas lâcher du reste. Dernier paramètre, qui est un paramètre géostratégique, c'est que vous voyez le canal, tout le canal américain, là. Il y a la Russie aussi qui logne par là-bas, à travers le Venezuela. Donc, ils ont passé du temps à affaiblir le Venezuela pour l'empêcher de se relever pendant que le Venezuela donnait son pétrole à Haïti. D'où je vous parlais de l'affaire du pétrole caribé. Donc, est-ce que le Venezuela ne serait pas en train de revenir, disons, la Russie ne serait pas en train de chercher à mettre un pied aussi en Haïti, qui se trouve proche des États-Unis, géopolitique et géomilitairement parlant, pour mener des pressions, un certain nombre de pressions, comme c'est le cas avec l'OTAN par rapport à la Russie ces derniers jours-ci. Donc, vous voyez, il y a tout un ensemble d'analyses que nous pouvons faire et qui peuvent certainement nous amener à nous dire que bon, les vrais commanditaires sont réellement très loin de cette affaire. Il y a eu des commanditaires, il y a des meneurs, et puis voilà, ce qui a conduit à cet assassinat horrible. Johannes Goudianou. Oui, donc il faut dire que
En réalité, ceux qui sont même peut-être à la base de cet assassinat ne sont pas les premiers bénéficiaires. Parce que actuellement, maintenant, vous avez vu comment l'ancien Premier ministre, d'accord, par intérim, a appris l'affaire, comment il a commencé par régler un certain nombre de choses avec les arrestations qui ont été faites. Je crois qu'il est en train de gagner peut-être la confiance de la population à travers ces arrestations-là. Et si, petit à petit, avec l'aide des soutiens américains qu'il a, s'il arrive à instaurer un système qui donne confiance un peu à la population, qui voit que, bon, on peut lui faire confiance parce qu'il n'agit pas comme les précédents présidents ou les précédents premiers ministres. Là, en ce moment, ils vont peut-être lui accorder un peu de confiance et il va calmer les ardeurs. Ils vont revenir peut-être à la table de négociation. Ils vont lancer les élections. Mais le réel problème reste toujours au niveau de l'oligarchie haïtienne où les grands barons, les grands décideurs sont à ce niveau-là. Alors, comment faire taire ceux-là? Alors, le Premier ministre, par intérim, je crois qu'il n'a pas encore ce pouvoir-là de pouvoir faire taire ceux-là, mais en s'appuyant sur l'aide des États-Unis et des Nations Unies, je crois qu'il pourra quand même essayer de régler ce problème-là, parce que ça représente la pierre angulaire en Haïti, parce qu'il faut régler ce problème. Tant que ce problème ne sera pas réglé, toutes les autres actions qui seront menées après ne vont pas aboutir, ou ce serait juste une joie de courte durée qu'on aura, mais le réel problème va toujours rester là. Alors, je reste avec vous. Si vous me permettez, ajouter un petit bémol à ce que dit mon co-débatteur. Parce que pourquoi s'empresser de faire une élection quand un pays est dans un bordel total? C'est quelque chose que je ne comprends pas. Je me tue à comprendre le pourquoi du comment et du pourquoi ces Nations Unies, ces institutions internationales et même ces grandes puissances, à l'issue de ce genre d'assassinat, comme c'est le cas au Tchad, comme ailleurs, on veut tout de suite organiser des élections, quitte à ramener celui qu'on a mis en place. Non, il faut que le mal soit résolu d'abord. Les Haïtiens ont des problèmes en interne. Est-ce que le fait de participer à une élection ou de faire une élection règle la sécurité en Haïti? Non, le problème est béant. Il est là, comment on appelle, les oligarques, ils sont là, ils ont toujours les pouvoirs qu'ils ont, ils ont toujours les armes qu'ils ont, et ce n'est pas la démocratie qui viendra changer ça. Alors posons-nous des questions. Sommes-nous en train de vouloir implanter un système ou une idéologie? Vous avez posé la question. J'aurais bien aimé continuer avec vous pour avoir la réponse sur le même date. Oui. C'est une problématique. Voilà qui est clair. Auquel je comprends tout le monde. Alors, Marc Joannès Goudianou, on sait que le pays est ce qu'il est, la situation sécuritaire est ce qu'elle est, les problèmes politiques aussi sont ce qu'ils sont. Est-ce qu'aujourd'hui, la classe politique, notamment d'opposition, tire, je dirais, quelque chose de positif ou de négatif de l'assassinat du président Jovenel Moïse? Bon, ils vont tirer quelque chose de positif. Bon, en ce que cet assassinat ou bien la façon dont l'ancien chef d'État a dirigé les choses et qu'ils ont fustigé pendant longtemps a été arrêté par son assassinat. D'accord. Ce qui fait que eux-mêmes, dans leur plan politique, dans leur programme d'action, ils ne peuvent pas accéder au pouvoir et fonctionner de la même sorte. Il faut qu'ils fassent la différence, d'accord, entre eux et ce clan, d'accord, de mafieux qui existe, d'accord, et ils se donnent réellement, ils se mettent réellement au contact de la population pour combler les besoins de la population en ce qui concerne le plan social, d'accord, le plan politique également, d'accord, pour pouvoir régler ces problèmes-là. Parce que dès qu'ils ne vont pas régler ces problèmes et qu'ils vont revenir pour pouvoir rentrer dans la même continuité que les anciens chefs d'État qui étaient restés là, ils seront confrontés au même problème. Aujourd'hui, l'opposition attend une seule chose. Aujourd'hui, elle est sereine, c'est vrai qu'elle est calme, d'accord, mais tel que je l'ai toujours dit au début de ce débat, le réel problème d'Haïti, est-ce que c'est l'organisation des élections, d'accord, et aussi dans quel délai?
Dans quel délai organiser ces élections? Si déjà en septembre, alors qu'on a une crise qui est actuelle aujourd'hui maintenant, est-ce qu'en septembre, les élections pourront avoir réellement lieu sans que peut-être il n'y aurait pas encore un nouveau trouble à l'ordre public? Maintenant, les opposants sont calmes actuellement compte tenu du contexte, d'accord? Mais est-ce que l'on va lancer le processus des élections? Est-ce qu'il n'y aura pas encore un nouveau trouble à l'ordre public qui sera organisé? Je crois que les opposants peut-être y voient en cette possibilité l'occasion pour eux de prendre le pouvoir, d'accord, et de pouvoir faire leurs preuves. Mais est-ce qu'on va leur laisser le pouvoir? Rien ne le prouve, puisque actuellement, l'ancien Premier ministre, d'accord, qui est en train d'organiser les choses, a le soutien des États-Unis et des Nations Unies, d'accord, et on ne sait pas celui que ceux-là sont en train de viser, mettre là à la place de l'ancien, du chef d'État assassiné. Donc si celui-là qu'ils mettront là n'est pas du bord politique de l'opposition, alors qu'elles seront faits, ils seront obligés de composer forcément avec lui, parce qu'ils ne vont pas vouloir se mettre en opposition aux Américains et aux Nations Unies, parce qu'ils n'ont pas les moyens de leur politique, et ils seront obligés de se taire et de regarder encore Haïti plongé dans une nouvelle crise continuelle. Alors, sur le même date, comment nettoyer Haïti des gangs et comment résoudre les problèmes de sécurité qui se posent donc au pays, on va le dire, depuis Mathusalem, 17 chefs d'État en 40 ans. Le tableau n'est pas du tout reluisant. Ah oui, il ne faut pas se réjouir d'avoir un pays qui se retrouve dans un lambeau comme ça. C'est que, bon, tous les 4 ou 5 ans, il y a toujours une crise qui souvent, les crises haïtiennes ne sont pas des crises des moindres, hein, sont des crises majeures. Elles sont politico, économico, socio-culturelles et culturelles. Vous voyez, donc, on ne peut pas se réjouir de vivre dans un état pareil. Et c'est là où vraiment il va falloir que la classe, les patriotes haïtiens, décide de se lever. Parce que là, tout ce qui se passe aujourd'hui en Haïti, c'est un combat, c'est une guerre qui ne dit pas son nom. Il faut se lever, d'une part, contre l'oligarchie qui a pour mandant tous les narcotrafiquants à tous les niveaux, à tous les échelons. Il faut se lever contre une classe politique qui ne sait pas là où donner de la tête. Il faut se lever contre une communauté internationale qui cherche à imposer son idéologie ou sa manière de voir. Ouais, c'est tout. Haïti est vraiment dans le gouffre. Il faut des patriotes déterminés, des nationalistes convaincus, n'est-ce pas, pour ramener ne serait-ce que le minimum, je dis le minimum, à savoir la sécurité, la paix, la quiétude, les simples besoins fondamentaux, hein, si je ne peux citer que ceux-là, au peuple haïtien. Le peuple haïtien, qui, de par l'histoire, sont des peuples dahoméens, donc béninois, venant d'ici. Donc, ce sont nos frères de l'autre côté à qui nous apportons un soutien, n'est-ce pas, total, mais à la seule condition qu'il faut prendre ses responsabilités et surtout ne pas verser dans la facilité, parce que toujours attendre de la communauté internationale qu'elle vienne vous faire ceci ou cela, ça n'arrange jamais un État. Un État, c'est celui-là qui sait prendre ses responsabilités. Et comme l'a dit feu président Thomas Sankara, il ne faut pas s'apitoyer sur celui qui ne décide pas de prendre son destin en marche. Johannes Goudianou, votre mot de fin? Non, mon mot de fin, c'est que c'est vraiment désolant que, compte tenu des attaches que l'on a avec Haïti, on puisse voir que Haïti soit confronté à ce problème depuis des décennies. C'est malheureux qu'à l'avènement, que ce soit Toussaint Louverture qui aide Haïti à avoir sa démocratie, mais cette démocratie n'a jamais existé depuis qu'il l'a fait. Donc, en tout cas, que les grandes puissances décident du sort d'Haïti, parce que le sort d'Haïti est entre leurs mains, et que peut-être les hommes politiques haïtiens aussi décident de ce qu'ils vont faire du pays. Voilà, vous êtes Marc Johannes Goudianou, journaliste, directeur de publication de Info au Zénith. Face à vous aujourd'hui, Souleymane Hamzat, consultant en problématique du terrorisme, spécialiste des questions de protection et de sécurité. Merci à vous pour cette émission. Merci, chers téléspectateurs, de nous avoir suivis. À bientôt pour notre numéro de Angle de Vue. D'ici là, portez-vous bien.